discours va à l'encontre des positions traditionnelles de la diplomatie américaine. Dans le cadre d'un véritable accord de paix, un accord qui mettra fin au conflit, certaines colonies seront en dehors des frontières d'Israël. Ces frontières doivent être négociées. Ces frontières seront différentes de celles de juin 1967. Israël ne reviendra pas aux frontières indéfendables de 1967. Standing ovation. Il y en aura 29 tout au long de ce discours. Un record au Congrès. La preuve de l'influence du lobby pro-israélien. Dans un pays où les campagnes électorales coûtent cher, aucun politicien américain ne peut faire l'économie du soutien financier de l'AIPAC. La position d'un élu sur la question israélienne détermine la générosité du lobby. M.J. Rosenberg a travaillé pour l'AIPAC, il en explique les méthodes. N'importe quel politicien américain sait que s'il appuie la politique israélienne, s'il ne la remet pas en question, il sera récompensé par de généreuses contributions pour sa campagne électorale que l'AIPAC ou d'autres organisations vont faire distribuer. Mais le lobby pro-israélien ne fait rien de particulier en influençant les politiciens grâce à l'argent. De la base au sommet, le système politique américain ne fonctionne qu'autour de l'argent. Pour la Chambre des représentants, il vous faut $1 million. Pour la course au Sénat, il vous faut entre 25 et 50 millions de dollars. M.J. Rosenberg travaille dans un centre à but non lucratif qui analyse les médias aux États-Unis. Il observe l'autre force de l'AIPAC, visser très soigneusement le discours médiatique sur le Proche-Orient. Le site internet Camera traque par exemple tout propos, tout angle éditorial dit anti-israélien. Le site nomme les reporters contrariants, liste les éditoriaux inopportuns et les reportages qu'il considère comme déviants. Le lobby va compliquer considérablement la carrière des journalistes qui ne sont pas perçus comme pro-israéliens. Ils auront du mal à trouver un job ou, s'ils en ont un, à garder un poste. Lorsque je travaillais à l'AIPAC, il y avait des listes, des dossiers sur chaque journaliste, sur chaque reporter, sur toutes sortes de gens. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. À CNN, le présentateur vedette Wolf Blitzer décroche régulièrement des exclusivités sur Israël. Son réseau de contacts est exceptionnel. Il faut dire que ce journaliste, a priori neutre, est un ancien membre de l'AIPAC. Il a pu y peaufiner son carnet d'adresses. La communauté juive américaine est naturellement sensible au sort de l'État hébreu. Mais les juifs, majoritairement démocrates, ne représentent qu'1,75% de la population des États-Unis. Réduire le soutien américain à Israël au seul poids de cette communauté serait une erreur. Il y a aussi les chrétiens évangéliques qui sont devenus les champions de l'alliance israélo-américaine. S'estimant investis d'une mission divine, une partie d'entre eux pense avoir un devoir religieux envers Israël. Le pasteur Land est ce que l'on appelle un chrétien sioniste. L'installation, ou plutôt la réinstallation d'Israël au XXe siècle est la réalisation d'une prophétie biblique. Pour les chrétiens évangéliques, les Juifs sont le peuple choisi par Dieu. Dieu bénit ceux qui bénissent les Juifs, et Dieu maudit ceux qui maudissent les Juifs. Si nous voulons que Dieu bénisse l'Amérique, notre nation doit avoir une politique pro-israélienne. Israël est devenu le cheval de bataille des chrétiens sionistes. Ils sont 40 millions aux États-Unis et représentent un levier politique considérable. C'est le réservoir de l'électorat républicain. Eux aussi ont leur vedette télévisuelle, Glenn Beck, un ancien éditorialiste de la chaîne d'information conservatrice Fox News. Ces émissions sont une tribune pour le sionisme chrétien. I stand tonight with Israel.
En août 2011, Glenn Beck a organisé une tournée en Terre Sainte pour soutenir l'État hébreu. Ses fans sont venus par centaines. Des croyants américains rassemblés pour écouter les paroles de l'animateur au pied des lieux saints. Discours mais aussi grand spectacle. L'événement est diffusé dans le monde entier. La vedette la plus applaudie, celle qui émeut le public, est le pasteur Hagi. Il est le fondateur du mouvement sioniste chrétien américain et il sait trouver les mots pour toucher son auditoire. Aujourd'hui, dans le monde libre, notre plus grande gloire, c'est de dire « Je suis un Israélien ». Des évangélistes sionistes, des groupes de pression juifs extrêmement efficaces, difficile pour les politiciens américains de résister à la force de frappe du lobby pro-israélien. Cet été, 81 membres du Congrès sont venus en visite en Israël, tout frais payés par l'AIPAC. Un parlementaire américain sur 6 a donc fait le voyage en Terre Sainte. Parmi les élus, la congresswoman Burkle. Rappelez-vous, Burkle fait partie de la commission des affaires étrangères du Congrès. Ce rapport fusionnel entre l'Amérique et Israël pose question. À l'université de Harvard, le professeur Stephen Walt a brisé un tabou en enquêtant sur l'AIPAC. Avec le professeur John Mearsheimer, il considère que l'influence du lobby est parfois contraire aux intérêts stratégiques des États-Unis. Le lobby a contribué à l'anti-américanisme au Moyen-Orient et ailleurs. C'est l'une des raisons pour laquelle les États-Unis font face à la menace terroriste. Oussama Ben Laden et ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre ont clairement dit que notre soutien à Israël motivait leur haine. Et une partie du lobby nous a poussés à partir en guerre en Irak. Cette relation si particulière, soutenue par le lobby, cause un tort considérable aux intérêts stratégiques américains. Les thèses des professeurs Walt et Mearsheimer ont fait scandale. Ils ont fait l'objet d'une très violente campagne médiatique, les accusant d'antisémitisme. L'ancien président américain Jimmy Carter est lui aussi devenu une des bêtes noires du lobby pro-israélien. Carter a pourtant négocié les accords de Camp David en 1978 qui ont scellé la paix entre Israël et l'Égypte. Ces efforts ont d'ailleurs été couronnés par un prix Nobel de la paix. Mais la publication de son livre intitulé « Palestine, la paix, pas l'apartheid » lui a attiré les foudres des partisans d'Israël. Oser critiquer la politique de l'État hébreu, c'est s'exposer à la vindicte du lobby. Il n'y a pas de débat ou de discussion. Les gens sont intimidés. Ils ne peuvent pas parler franchement ou même étudier cette question. J'ai été invité à parler dans les plus prestigieuses universités qui comptent de nombreux étudiants juifs. On m'a interdit d'y aller pour faire des conférences. La pression est énorme. L'Anti-Defamation League fait partie de ceux qui attaquent Jimmy Carter. Son président, Abraham Foxman, ne mâche pas ses mots. Nous avons un problème avec Jimmy Carter. Il est intolérant, partial. Il est tellement acquis au récit palestinien qu'il frise parfois l'antisémitisme. Dire qu'il y a un lobby juif qui contrôle la politique américaine, c'est du sectarisme. Certes, cela n'enlève rien à ses efforts pour la paix. Il a reçu un prix Nobel pour cela. Mais les gens peuvent changer. Je crois qu'il a un problème avec Israël et les Juifs. C'est son problème. La Maison-Blanche est bien obligée de tenir compte du poids du lobby qui pèse lourdement sur les négociations de paix. Ancien conseiller diplomatique de Bill Clinton, Robert Malley explique que la partialité des États-Unis ne fait aucun doute. Les États-Unis ont toujours
dit clairement, depuis que les négociations ont commencé et avant, qu'ils étaient partie prenante dans le sens qu'ils étaient très proches d'Israël. Donc la question n'est pas une question de neutralité, pour moi c'est une question d'efficacité. Est-ce que tout en étant biaisé dans la relation dans le triangle États-Unis, Israël, Palestine, tout en étant biaisé, est-ce que les États-Unis peuvent être un médiateur efficace? Je crois que par moment dans leur histoire, ils ont prouvé qu'ils pouvaient l'être, et pendant d'autres périodes, ils ont prouvé le contraire. Depuis les accords d'Oslo en 1993, l'efficacité de la diplomatie américaine est en panne. Bill Clinton a tenté de pousser les partis à White River Plantation puis Camp David, sans succès. George W. Bush a parrainé les discussions de tabac puis la conférence d'Annapolis en 2007, sans plus de résultats. Barack Obama a lui fait rêver le monde arabe en promettant un État palestinien lors de son discours historique au Caire, il y a 2 ans. Assalamu alaikum. Ses origines musulmanes ont fait espérer aux Arabes un président plus attentif aux revendications palestiniennes. Son appel à faire cesser l'avancée des colonies israéliennes a eu un écho considérable. Les États-Unis n'acceptent pas la légitimité de la continuation des colonies israéliennes. Ces constructions constituent une violation des accords passés et portent préjudice aux efforts de paix. Malgré les convictions affichées, le président Obama ne fera pas mieux que ses prédécesseurs. Comme eux, il n'empêchera pas la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La paix est un travail difficile. La paix n'arrive pas par des déclarations ou des résolutions aux Nations Unies. Si c'était aussi simple que cela, ce serait déjà fait. L'engagement de l'Amérique aux côtés de la sécurité d'Israël est inébranlable. Notre amitié avec Israël est profonde et solide. Et pour enfoncer le clou, Barack Obama pose après son discours devant les caméras avec Benjamin Netanyahou pour afficher l'amitié entre Israël et l'Amérique. Une amitié qui coûte cher. Chaque année, Washington verse plus de 3 milliards de dollars en aide directe à l'État hébreu. À Washington, le lobby pro-israélien veille à ce que cela ne change pas. Aujourd'hui, on monte en pointe le lobby comme l'IPAC, etc. Mais si réellement l'intérêt américain, petit à petit, va dériver, ils trouveront toujours le moyen de se débarrasser d'Israël, pas encore, mais disons de lui tordre le bras et de le ramener à la raison. Et si on l'obligeait à se soumettre à, par exemple, à des résolutions internationales, à des solutions, là on risque d'avoir du grabuge. Et on ne récoltera, qui sème le vent récolte la tempête, c'est-à-dire on ne récoltera que le fruit de ce qu'on a semé. On a laissé ce pays faire ce qu'il veut, dans l'intérêt de l'Occident d'ailleurs. Mais à un moment donné, il va devenir gênant. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. To meet ever shorter deadlines known as beat the clock.
Le temps de la tromperie et de la cruauté est maintenant terminé. Я всю ночь его смотрел. Это потрясающая идея. И, может быть, сделать маленькие сюжеты по 3 минуты о каждой общине. И это будет как раз знакомство с друг другом гораздо проще и эффективнее. 3 минуты рассказ об общине, потому что есть уникальные общины. Вот Кипр, вот Албания, Сан-Марино. Это потрясающе. Я думаю, что это очень хорошая идея. Давайте это сделаем. Enseignant et politologue états-unien, fils de survivants du ghetto de Varsovie, Norman Finkelstein est connu pour son ouvrage « L'industrie de l'Holocauste, réflexion sur l'exploitation de la souffrance des Juifs ». Go ahead. Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears to the crocodile tears. No. I'm sorry, folks. Allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Allow me to finish. Sir. I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my 2 siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's being done.